Bonsoir, il est 21h04, nous sommes en direct de nos studios de Douala. Ce soir, Entretien sur STV reçoit Anissé Ekane, homme politique camerounais engagé depuis plusieurs décennies, cofondateur du MANIDEM, mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parti révolutionnaire panafricain né en 1995. De ses combats au sein de la jeunesse universitaire à la défense d'un panafricanisme révolutionnaire, en passant par ses prises de position tranchées sur la gouvernance camerounaise, Anissé Ekane a toujours eu ou incarné une ligne politique singulière. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, son mouvement fait à nouveau parler de lui en investissant Maurice Kamto, ancien président du MRC, ce qui suscite controverses internes, accusations de fraude statutaire et interrogations profondes sur la cohérence de cette alliance. Ce soir, nous revenons avec lui sur son parcours, les fondements du MANIDEM, ses choix politiques, les contours de l'alliance Kamto-MANIDEM et la crise juridique ouverte autour de cette candidature. Anissé Ekane, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux millions de téléspectateurs dans le monde de STV. Lundi, le Conseil constitutionnel siège et vous déboute. Que devient l'alliance Anissé Ekane-MANIDEM? Pardon, Anissé Ekane-Kamto. Ben, elle persiste, puisque c'est pas une... Pardon, excusez-moi, j'ai de la toux de temps en temps. C'est pas une alliance ponctuelle pour donner au professeur Kamto la possibilité de participer aux élections. Il aurait pu le faire avec d'autres partis, vous savez. C'est une alliance politique patriotique. Dans ce sens que elle veut créer une autre voie à notre pays. C'est-à-dire un pays bâti sur le patriotisme de ses concitoyens. C'est quoi le patriotisme? Dans notre hymne national, nous chantons « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur ». Alors, si le Cameroun, d'Ernest Ouandé, de Oumiobe, de Mounié, de Sendafana, de Wungi Massaga, de Michel, de Mkoko Prezo, de Samuel Makit, est notre terre chérie, notre bonheur. Nos divisions, nos contradictions, nos diatribes, nos invectives sont largement en dessous de cette entité qu'on appelle le Cameroun. Voilà. Donc, cette alliance a un sillage. Il est sur le sillage de l'UPC Oum, qui, même interdite en 1955, a toujours essayé de donner la chance à ceux qui pourraient, à la limite, faire bouger les lignes. On a soutenu Mbida, Sopor, Okala, des anti-UPC sont notoires, ça s'est vu après. On est allé chercher Don Fundi, nouvellement sorti de la Mesam, dans une élection partie à Chou. On en a fait le candidat fort qui a battu les autres candidats des partis d'opposition qui s'étaient écartés de l'Union pour le changement en 92. Aujourd'hui, nous voulons bâtir, nous bâtissons, nous sommes en train de bâtir avec Kamto l'Union pour le changement 2025. Je précise rapidement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que notre candidat reste totalement ouvert, rétabli ou non. Ça, je ne l'espère pas. Regardez mon t-shirt. Non, mec, erreur. Rétabli ou non par le Conseil constitutionnel pour assurer la victoire qui nous échappe depuis 32 ans, depuis 1992. Voilà. Donc alors, ce n'est pas des accords de vendeurs de tapis, non.
Il y en a beaucoup dans l'opposition, les vendeurs de tapis. Mais nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes pas là. Vraiment. Et moi, je ne jure pas. Mais tout le monde connaît l'esprit du Manidem. Vous savez, l'esprit du Manidem, c'est l'esprit maquisard. Et l'esprit maquisard, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire des gens qui sont droits, qui ne bougent pas, qui ne fluctuent pas. Vous l'impressionnez vos adversaires d'en face. C'est lesquels? Vous croyez que quand vous dites esprit du maquisard, ils seront effrayés? Non, bon, j'ai pas envie qu'ils soient effrayés. J'ai envie qu'ils soient justes. D'accord. C'est tout. Parce que on rétablit la justice en investissant Kamto. Ils avaient déjà enterré, vous savez de qui je parle, la candidature de Kamto. D'accord. C'est pour ça que, comme ils ont enterré Kamto, ils sont allés exhumer un fantôme en corlicoque la nuit, qui a déposé son dossier la nuit, qui a déposé son recours la nuit. C'est vraiment quelqu'un, un vrai fantôme. Il masque la nuit, là, le fantôme d'un corlicoque. Anissé Kane, peut-être avant de revenir sur cette histoire, ce serait bien de comprendre votre conscience politique. Yes. Qui est née dans les années 80-90, peut-être avant. D'où vient-elle? Je suis rentré à l'UPC en 73. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive à... Et j'ai un diplôme dont je suis fier. Lequel? Je suis diplômé de l'école supérieure de l'école de l'UPC et du Manidem. Une école où j'ai fait mes premières armes politiques en clandestinité. Mon maître de stage, c'était Moukoko Priso et Samuel Makiti. Voilà. Ça, c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est là qu'est arrivée ma conscience politique, déclenchée par ma présence à l'assassinat par fusillade le 15 janvier 1971 d'Ernest Ouandé devant une foule médusée, assistant à un macabre spectacle organisé par le pouvoir d'Aïdjo, qui a transmis les mêmes méthodes au pouvoir. Vous avez été traumatisé par cette séquence-là? Non, j'ai été transfiguré. D'accord. C'est-à-dire que, comme disent dans les églises réveillées, je suis né de nouveau. L'assassinat de Ouandé m'a redonné une autre vie. Parce que j'avais suivi, j'étais assez curieux, son arrestation en 1970, où le ministre de la Justice, c'était M. Sabaleko, a décrit Ouandé comme a décrit certains individus dans les réseaux sociaux. Le ventreux, la main dans le sang. Comment décrirez-vous aujourd'hui, par exemple, ceux-là qui ont pris les armes dans le Nosso? C'est pas la même chose. D'accord. Vous savez pourquoi? Je voulais essayer de mettre en contexte, justement. Oui. Le PC se battait pour la réunification et l'indépendance. Les soi-disant ambazoniens fantasmagoriques se battent pour dépecer le Cameroun. Revenir à un Cameroun sous le sillage de la colonisation, de la néocolonisation. Les armes en années 50, d'ailleurs, forcées par le pouvoir des idiots. Parce que ce que les gens oublient, l'UPC n'a pas choisi la lutte armée. C'est même peut-être une des raisons où il n'y a pas eu de succès. Elle s'y était pas préparée. Elle n'en voulait pas. Mais on a interdit les UPCistes, on s'est mis à les pourchasser comme du gibier, à les assassiner au Cameroun à l'extérieur, et cela a contraint par légitime défense. Et pour libérer notre pays, les dirigeants de l'UPC ont engagé une lutte armée pour se défendre. Et ne pas accepter que ce soit les colons qui fassent la loi dans notre pays. Voilà la différence avec l'aventure fantasmagorique des soi-disant sécessionnistes ambazoniens qui, vous voyez bien la différence, dérive aujourd'hui, enlèvement, prise d'otage. D'accord, vous étiez aux années 70 dans votre combat. Et le ministre Sabaleko, vous le disiez? Non, en 70, je n'étais pas encore engagé. Mais je lisais la presse du Cameroun. À quel moment précis ou en quelle année vous vous engagez véritablement?
Bon, alors, il y a un engagement formel et un engagement spirituel. D'accord. Dès que je suis sorti du spectacle macabre de l'assassinat de Wandi, en fait, j'étais déjà dans la lutte. Je suis allé continuer mes études en France et j'ai trouvé un cadre approprié de l'Union nationale d'histoire du Cameroun, avec un qui était très proche de l'UPC combattante sous la direction de Wongdi Massaga. Et très rapidement, j'ai matérialisé mes aspirations à la poursuite du combat de mes aînés. Alors, avec du recul, quels sont selon vous, qui c'est peut-être dans votre combat, les échecs les plus marquants et comment est-ce que vous les assumez aujourd'hui? Les échecs, moi, je n'en vois pas. Ça dépend de vu de quel angle. Si vous analysez les victoires et les échecs sous l'aune des élections truquées du régime RDPC, d'une société camerounaise tribalisée à outrance, des élites corrompues et tribalistes, le genre de parti comme le Malidem, qui fait appel à l'intelligence des Camerounais, à leur sens de la mesure de vivre ensemble, n'ont pas beaucoup de chance de prospérer dans ce contexte. Bien sûr, ceux qui ont tendance à se réclamer de façon communautaire ou communautariste telle ou telle région ont des fiefs régionaux. Mais comment voulez-vous diriger le Cameroun en ayant des ambitions régionalistes? Et quelles seraient selon vous vos plus grandes déceptions de votre vie militante, de votre vie politique? Ah, je n'ai pas de déception. D'accord. Vous Vous savez, êtes un militant parfait, je veux dire que vous n'avez pas d'échec, vous n'avez pas de déception. Ce n'est pas un problème individuel. Okay. Vous savez, quand j'entrais à l'UP 173, ben, je ne rêvais pas d'être député, conseiller municipal, président, etc. Quand j'entre en 73, en clandestinité, nous préparions le retour de la lutte armée au Cameroun. Quand je rentre en 83, et je m'étais préparé pour ça, dans des formations, je ne vous dire pas partout, où j'ai été, pour relancer la lutte armée en 83. Quand M. Biya dit que les UPCistes peuvent rentrer, et qu'il s'est débiné sous la pression d'Aïdio, en disant le contraire, c'est le désordre du multipartisme administratif qui a temporisé cette option. Mais nous avons dès le départ envisagé que si il n'y a pas des avancées, si les lignes ne bougent pas, où il y a l'expression plurielle, une certaine liberté d'expression, on sera obligé d'engager un combat plus frontal. Alors, comment est née l'idée de créer le Manidem, donc, et dans quel contexte politique et intellectuel ce projet se met-il en place? Vous faites l'avocat du diable, quoi. Non, pourquoi? Vous devriez savoir ce qui s'est passé. Ben, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des téléspectateurs. Moi, je ne sais pas. Ah, pour la jeune génération. Certainement. Quand on était en clandestinité, sous la direction de Massaga, on s'est dit... Massaga. Oui, on s'est dit... Commandant Kissamba. Commandant Kissamba. On s'est dit, celui qui a reconstruit l'UPC après l'assassinat de Wandi, malgré des obstacles terribles, malgré je veux dire des accusations, bah, j'en ai moi-même été l'objet. En clandestinité, nous envisageons déjà cette bataille du sigle. On se disait que dès que le pays va s'ouvrir, on va aller exhumer des anciens UPCistes ou des soi-disant UPCistes. C'est ce qui a été le cas en 90 avec Dika Kodoke consort, où André Tchungi, malgré une décision de la Cour suprême, ensuite de la Cour africaine des droits de l'homme, a refusé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était notre option qu'on va ajouter Manidem à UPC. D'accord. A refusé, et refuse jusqu'à aujourd'hui, à nos anciens camarades de l'UPC combattante d'exercer en tant que UPC Manidem, en disant que toutes vos cours internationales, la Cour suprême, ne donnent pas le récépissé de fonctionnement
C'est tout. Il avait les mêmes agissements que son digne successeur aujourd'hui, le bouillant Moulinex, qui risque de broyer même ses doigts un jour, parce que c'est dangereux le Moulinex. C'est un moment où tu peux mettre tes doigts, puis ça broie tes propres doigts. Cela dit, quelles sont donc les valeurs fondamentales du Manidem que le Manidem défend avec l'évolution de la lutte de 95 à aujourd'hui, peut-être un peu plus avant, d'abord votre combat personnel, ensuite la création du Manidem. Avez-vous le sentiment que ces valeurs sont toujours les mêmes ou elles se sont adaptées à l'évolution de la lutte? Il y a 10 ans, je suis allé au marché de la Béquiterie à Yaoundé. À Yaoundé, demander où en Kouloulou, ou comment ça s'appelle? Mudaido? Non, Ndokoti. D'accord. Pardon. Alors, je vous laisse respirer. On peut... Non. D'accord, c'est bon. Vous demandez il y a 15 ans, mais il y a même 10 ans. Un passant, c'est quoi le colonialisme? Il vous répondrait, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi le néocolonialisme? C'est quoi la souveraineté? Aujourd'hui, vous allez au fin fond de Nguemidouka. Vous demandez aux gens, c'est quoi la souveraineté? C'est quoi l'impérialisme? Ils vous répondent. Et ça, c'est une grande victoire. La conscientisation politique des masses. C'est elle, aujourd'hui, qui met en difficulté le régime RDPC. Parce que ce qu'on leur racontait en 92, avec des paroles mielleuses, ils ne gobent plus. Ils regardent ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ils voient le tsunami qui arrive vers l'Afrique centrale. Ils voient des dirigeants qui chassent la France, qui donnent des délais, des guerres pissées. Et la France qui supplie. Et ça, quelle grande victoire, vous savez, de transformer la conscience politique d'un peuple. Bon, ceux qui venaient en politique pour avoir un député, 2 députés, une place de PCA, bon. N'empêche que on n'est pas dans le même sillage. Vous semblez avoir consommé la rupture avec un parti comme l'UPC au détriment d'une refondation intérieure. Vous auriez pu rester UPC avec vos camarades de lutte que de devenir Manidem, non? Chacun choisit sa stratégie en fonction de sa vision. D'accord. C'est ça qu'on appelle la stratégie. Vos camarades, vous n'épousiez plus la même vision avec vos camarades? On a discuté pendant 5 ans, de 90 à 95, pour savoir, devons-nous rester dans cet embrouillamini juridico-politique, mystique, de l'UPC, UPC, des lettres qui n'avaient aucune valeur. Ce n'était pas dû à vos orientations idéologiques? Pardon? Ce n'était pas l'orientation idéologique qui vous a fondamentalement séparé des... Vous n'avez pas l'impression qu'on est des UPCistes. Je dis, on a l'esprit maquisard. Ça doit tout vous dire. Donc ce n'est pas... Mais c'est que bon, nous nous sommes dit, un parti comme le SDF, il est parti de rien. Sans grande idéologie, bon, c'est un peu un fourre-tout. Je dis les choses comme je les vois. Il était fédéraliste dès l'entame. Oui, c'est un discours qui n'a pas défendu. Et il l'est toujours jusqu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, l'ère du temps. Tout le monde est fédéraliste. Je veux dire, en 92, vous étiez quand même très proche, tout au moins en termes de coalition. C'est une coalition, je veux dire. Il n'y avait pas de thème de fédéralisme. On a fait, c'est nous qui avons rédigé l'UPC combattante, le programme commun de l'Union pour le changement en 92. Je ne sais pas si Foundi le connaissait très bien. On ne peut pas le dire comme ça. Je le dis comme je... on était au centre de cette coalition, de cette union pour le changement. Tout le monde s'en revendique. Je veux dire que Maurice Kamtoké avec vous aujourd'hui dit qu'il était au centre, directeur de campagne. Ben Mouna, pardon, de regretter mémoire, mais Akere Mouna s'en revendique également. Je veux dire tout... le DC s'en revendique. Non, je vous dis, Union pour le changement, ça fait quoi? UPC. Pensez que c'est un hasard? On a adoubé Foundi dans l'actuel siège du Manidem. Pensez que c'est un hasard? Celui qui présidait cette réunion, c'était Michel Ndo, président de l'UPC. Moi, j'étais représentant du parti. Parce que c'est un hasard. Bon, chacun peut raconter ce qu'il veut. Mais les faits historiques sont là.
têtu. Vous voyez, c'est nous qui avons rédigé la nuit en plus, parce que ça urgeait le programme de l'Union pour le changement. Bien sûr, il y a d'autres Camerounais qui ont participé, l'Union pour l'Union, bien sûr, comme leur rôle était moindre. Le docteur Bielleux, que je salue au passage, oui. Leur rôle était moindre. Non, vous savez, non, je ne suis pas de médaille. La médaille, les plus grandes médailles sont les médailles de l'histoire. Et l'histoire retiendra que c'est l'UPC qui était au centre de la constitution de l'Union pour le changement. D'ailleurs, parlons-en de cette démocratisation. Vous savez, le SDF se crée quand Ekwe et moi, UPC, on est en prison. Hein. Le 26 mai, moi je me trouvais exactement à Batouri, à la prison agricole de Batouri. Le 26 mai, c'est-à-dire les événements 90. De Bamenda. Les événements de Bamenda. Bien, nous avait déjà mis en prison. Oh, d'accord. Sous prétexte qu'il n'y a pas de multipartisme précipité. Le RDPC avait organisé une marche mémorable pendant que nous étions en prison pour le multipartisme. Marche à Yaoundé, les généraux, les Seming, tout le monde a marché. Vous dites non multipartisme? Non multipartisme. Ici à Douala également. Ici avec Jean-Jacques Kendi, Jean-Jacques Kendi qui est rentré à la maison. Absolument. Oui, et mais ça, à la cathédrale de Saint-Victoire de Yaoundé, pendant que nous sommes en prison, ils priaient pour qu'on nous condamne. C'est extraordinaire. Et quand on dit alors que... Ils priaient contre le multipartisme, pas pour qu'on vous condamne. Contre le multipartisme précipité que nous réclamions, ça veut dire, bon, allez, au trou. Vous voyez. Et le procès a eu lieu quelques jours après. Alors quand on entend des militants du RDPC dire que bien a créé la démocratie, quand lui-même dit qu'il veut laisser de l'histoire que c'est lui qui a créé la démocratie, il y a été contraint. C'est bien qu'il n'ait pas accepté que ça s'embrase. Mais il aurait pu ne pas le faire aussi. Ah ben, avec les conséquences que ça aurait pu. Donc conséquemment, c'est lui qui l'a fait. Non, c'est lui qui l'a formellement décrété. Mais ceux qui l'ont de fait envisagé, de fait... Malgré la lutte, son prédécesseur n'y est pas parvenu. Hein. Je veux dire qu'il ne vous a pas accordé cette démocratie. Auprès de quoi? Oui, des centaines de milliers de Camerounais morts. N'empêche, il ne l'a pas fait. Avec l'aval de la France. Le président Biya aurait pu également garder la main ferme et dire jamais de démocratie chez moi. Disons qu'il a 80. Mais il a prouvé déjà au sein du RDPC qu'il était favorable à cette démocratie. On sait qu'il y a eu des élections internes. En 86. Voilà. J'étais déjà là. Oui, interne. Une façon de parler. À coup de compromission, d'argent. N'empêche. La pêche aux voix. C'était une volonté, il aurait pu ne pas le faire aussi. Et bon, oui, vous savez, il y a des échelons dans un contexte démocratique. Vous n'allez pas comparer ce qui se passe ici à ce qui se passe au Ghana. Alors, sont les pays occidentaux qui sont plus vieux. Avez-vous eu des difficultés particulières lors de, comment on appelle ça, pour dire, pas enregistrement du Mandem, lors de la légalisation, voilà, du Mandem? Parce que c'était fait aussi facilement. Rapidement, pourquoi? Okay. Parce que quand on était à l'UPC encore, l'UPC combattante, la direction avait dit qu'on ait rencontré le ministre de l'Art qui était M. André Toungui. Et j'y suis allé dans une délégation avec le camarade Luka Bazi qui vit encore. Et André nous a dit, si vous enlevez UPC, qui vous l'a dit? André Toungui, oui, l'ancien ministre de l'AT. Voilà, on avait le dossier prêt. Gilbert. Oui, Gilbert. Il dit, voilà le correcteur. Enlever UPC, je signe tout de suite. Parce qu'il y avait une obsession parce que c'était la condition sine qua non pour arriver à la démocratisation du pays. Qu'on n'entende pas parler de l'UPC. Et vous avez accepté ce compromis-là? Non, justement. Sans vous compromettre? C'est ça. Non, j'étais en délégation avec Luka, envoyé par le parti. D'accord. Bon, donc on a rendu compte au parti que voilà la condition que l'autre nous pose. Et le parti a dit si ce n'est que ça. Ah, il a dit non. Ah, le parti a dit non. Ah, pas du PC Manidem, pas de parti.
Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord. Ok. On est donc allé en justice et on a gagné. Cour suprême, etc. Alors, et puis la bataille juridique a commencé. Avec des soi-disant péchistes, donc les Lucas, dit qu'elle avait déchiré sa carte en commandant. Et nous, un certain nombre de cadres, dont Abba Nakwama, de Requête et Mémoire, qui ne vit plus, Ngonte Sébastien, cofondateur du MENDEM, avec René Stéphane Goué et moi, nous avons dit, nous prenons le risque de laisser les 3 lettres là. Vous voyez, la bouteille que vous avez donnée avec de l'eau. Si on enlève de l'eau, on met la bière. Vous n'avez pas dit que vous buvez de l'eau plate? Pas du tout. Voilà, donc le contenu est plus important que le contenant. Et nous avons créé le Manidem. Ok. Pourquoi Manidem? Parce qu'on avait déjà une organisation des masses qui devait être la liaison entre l'UPC et les masses. C'est-à-dire un tremplin pour arriver à l'UPC. Le manifeste pour démocratie, qui devait rassembler tous les Camerounais qui voulaient de la démocratisation au Cameroun. Donc, c'était une étiquette pour nous différencier des autres UPCistes un peu disséminés dans le monde, mais qui n'avaient plus aucune activité. Donc, on a pris le cycle, mais on l'a donc transformé. Okay. C'est quand même un peu d'ingéniosité. C'est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et tout le monde n'a pas suivi le mouvement. Il y a des cadres qui sont restés en chemin. Voilà, il y a qui sont en chemin en disant, vous savez, l'UPC est mystico-religieuse. Il y a des gens qui ont ça dans les entrailles, qui n'ont pas voulu faire ce pas stratégique qui nous amène aujourd'hui au centre de la vie politique sans être UPC. Vous voyez que même ça, c'est un peu une victoire. Voyez. Alors aujourd'hui, plus de 30 ans après, estimez-vous que le Manidem est resté fidèle à sa mission initiale de lutte pour l'indépendance sans compromission? Sans aucune compromission. Parce que je vous ai dit qu'on est dans le sillage de l'UPC combattante, de l'UPC des Oum et des Wandi, qui ont soutenu, alors que c'était des complices de l'interdiction de l'UPC. Support au Kalambida. On n'allait pas aux élections, moi, on les a soutenus. Fondi, on l'a soutenu, cueilli fraîchement du RDPC. Et qui nous a joué, je dis la vérité, un sale tour. Parce qu'après, il a confisqué la victoire du Non pour le changement en faisant la victoire du SDF. Et il s'est accaparé de cette aura et a placé uniquement, par des méthodes souvent pas très cathodiques, de marchandage des investitures. Vous imaginez l'UPC, l'Union pour le changement, Babia aux élections, ce qui est contesté par le RDPC. Et vous n'avez pas un bois massacre. Ça, c'est votre part de vérité de l'histoire. Oui. Parce qu'évidemment, en face, il s'appuie au moins sur les résultats publiés par les instances... du Panamouele. Les instances... Ces réserves. Par les instances légales. J'espère que Tangana ne va pas imiter du Panamouele. Ils disent le droit. Oui. Le droit d'exhumation des corps la nuit. Ils disent le droit. Alors, non, j'ai fini. Il faut que je vous dise. Je veux dire que, vous imaginez, on vient de faire une élection présidentielle où on a, disons, déstabilisé le RDPC. Parce que vous prenez les 36% de Fondi, vous ajoutez les 19% de Bello, qui s'est présenté tout seul, ça fait 55%. Il n'y aura pas le régime. Mais c'est bien facile de le dire. Je veux dire que l'histoire montre après que ce calcul est illusoire, puisque vous n'avez pas pu maintenir cette union-là au lendemain de... Pourquoi? Alors je vous repose Parce que les intérêts du Cameroun n'étaient pas à la hauteur pour certains. Et vous êtes certain que c'est différent aujourd'hui? Alors je vais vous dire pourquoi c'est différent. Okay. C'est différent parce que en 92, Fondi était le Messie. Tout le monde, l'adhésion au changement était mystico-religieux. Parce que les gens laissaient leurs emplois, les États, etc.
ils suivaient Foundi. Il y avait des gens qui pleuraient quand Foundi parlait, etc. Bon, là, c'était mystico-religieux. Aujourd'hui, non, ce n'est plus ça. Vous pouvez mettre celui-là. Attendez. Ok. Les ministres originaires de cette institution qui ont démissionné, c'est sous la pression des masses. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, si Issa et Bello ont quitté le gouvernement, c'est sous la pression des masses qui ont dit que cette alliance funeste que vous avez faite avec le RDPC ne rapporte qu'aux élites tribalistes, régionalistes, corrompus, criminels en col blanc. C'est pas moi qui le dis. Il a fallu 35 ans pour s'en rendre compte, à la veille d'une élection comme celle-ci, pour s'en rendre compte. La maturation d'une idée, ce n'est pas en quelques jours. Ah, on peut tout justifier aussi. Hein. Non, je dis la maturation. Mais vous imaginez qu'en 35 ans, les Camerounais ne sont pas devenus un peu plus matures. Vous êtes certain, vous pouvez mettre la main sur le feu. Je mets la main sur le feu. Et que au lendemain de cette élection, l'opposition dispersée fait, du moins avant cette élection, l'opposition dans son potentiel, tous ces leaders peuvent se dire, c'est vraiment pour le changement au Cameroun, on se met ensemble. Mais je vous dis que ils n'ont plus le choix. La maturation de l'idée. On ne peut pas le dire avec certitude. Je le dis avec certitude. Ils n'ont plus le choix. La maturation de cette idée. Ça veut dire qu'au lendemain, lundi, le Conseil siège. Donc dès mardi, vous nous annoncez une convergence de stratégie. Le dernier délai, c'est la veille de l'impression. L'impression des bulletins. Donc on a encore le temps. Mais on n'a pas attendu la funeste opération de l'ECAM pour entretenir des relations avec les principaux candidats pour une candidature consensuelle. Les contacts avec Kanto datent de 8 mois, le groupe de Douala de 4 mois. Donc ça veut dire que les contacts ont... On en parle tout à l'heure. Ce que je veux savoir avant. Oui. Comment vous rencontrez Dieudonné Yebga? C'est un militant du Manidem qui a été mobilisé par je ne sais même pas qui. Bon, il y a une circonstance favorable. Okay. Il travaille à Sonel avec le chef de l'UPC combattant en clandestinité, Ndema Alexis. Okay. Donc, l'ONEL la Sonel d'avant, qui est devenue autre chose aujourd'hui, était un foyer de l'UPC combattante. Ils en étaient conscients. Je veux dire que c'était une stratégie. Les UPCistes s'y sont fait recruter sans révéler leur identité. Ah, on est en clandestinité. Où la Sonel avait une faiblesse. Non, c'était en toute clandestinité. Okay. Il y avait un journal même qui s'appelait Megawatt, un journal clandestin de l'UPC, produit en grande partie par nos militants qui étaient à la Sonel, je peux le dire maintenant. Ndema Alexis est encore vivant, le chef de l'UPC combattant en clandestinité depuis des années. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui? On est juste des camarades. La preuve, ils adhèrent à cette dynamique de l'Union pour le changement. Mais ils ont leur UPC à eux, vous avez votre Manidem. Oui, mais vous savez, la convergence des idées, c'est une association dans tactique. Est-ce que tout cela ne discrédite justement pas votre position de dire qu'on peut se mettre ensemble? Je veux dire, au sein même de la famille UPCiste, on le voit encore aujourd'hui, trois investitures au niveau du conseil électoral. La grande famille UPCiste est entre UPC Manidem, toutes les UPC. Est-ce que ce n'est pas une contradiction dans votre conviction de dire qu'on peut vous mettre ensemble? C'est l'histoire. L'histoire d'un pays, a fortiori, l'histoire d'un parti est faite de haut et de bas. Et dans la dialectique de l'histoire, ce sont des progrès quantitatifs qui amènent à des progrès qualitatifs. Alors, nous on est des dialecticiens. Je vais vous dire. Okay. L'occasion fait le larron. Qui vous dit que cet épisode qu'on vit aujourd'hui de l'histoire du Cameroun n'est pas de nature à faire réfléchir tout le monde dans la nébuleuse du UPC qui est très diversifiée? N'est-ce pas là une occasion en or de remettre l'UPC au centre de la vie politique? En 58-60, vous aviez certainement cet espoir. En 90-93, vous l'aviez également.
que c'est peut-être en 2018 un rêve sans fin, quoi. Mais vous savez, la vie est faite d'épreuves, de résolution de crises, de résolution de problèmes. C'est ça qui va faire avancer la vie. Je vous donne une anecdote. D'accord. On m'a arrêté le 19 février 90. Ok. Le 18 février 90, j'ai passé ma soirée chez monsieur et madame Maître Moutoumé. Je suis parti de chez eux 1h du matin. Donc en fait, on était le 19 février. On m'a arrêté à 7h du matin à la maison. Et avant de partir, Maître Moutoumé qui m'accompagnait à son portage, je lui ai dit, Maître, rien de sérieux ne se fera dans ce pays sans l'UPC. C'est la dernière fois que j'ai dit à Maître Moutoumé, qui est devenu après ministre de la Justice, d'abord avocat lors de notre procès de 90, puis ministre de la Justice. C'est la dernière fois que je lui ai dit. À la limite, elle sortait du fond de mes entrailles. Je ne savais pas qu'on allait m'arrêter le lendemain. Bon, j'étais quand même dans des affaires un peu compliquées pour le pouvoir. Je ne savais pas que c'est... Des affaires clandestines. Clandestines. Et donc, on m'arrête le 19. Et Moutoumé, juste avant le procès, puisqu'il m'a vu que le jour du procès, on était en prison, il me dit, Anissé, monsieur, je n'étais pas sérieux. On s'est vu la veille d'une arrestation. Tu ne m'as même pas dit que tu travailles avec Yondo, etc. Je lui ai dit, maître, nous, on travaille en clandestinité. Je ne pouvais pas vous le dire. Voilà. Mais Douala Moutoumé. Alors, mais la question pour revenir, c'était un peu de faire, j'ai envie de dire, ressortir le parcours, selon votre lecture, de Dieudonné Yebga au sein du Manidem. J'ai demandé comment vous l'avez rencontré, quels ont été vos premiers contacts, quel type de militant était-il? Bon, vous savez, c'était un militant obscur. Non. Ben, je vous dis. Mais Anissé, oui. Vous avez réussi à mettre un militant obscur à la tête, non, à la tête de obscur, déjà à l'UPC. Il a milité à l'UPC. D'accord. Est-ce que ce n'est pas votre désagrément d'aujourd'hui qui vous fait utiliser cette épithète? Non, non. Vous savez qu'il était obscur et vous le confiez votre parti? Attendez, je vais vous dire les circonstances. D'accord. Quand on se sépare, on crée le Manidem, il vient avec nous le Manidem. Et dans ce Manidem même, il était militant. Comment vous le rencontrez d'abord? Dans le cadre du parti, on n'avait aucune espèce d'affinité personnelle. Okay. Il était militant clandestin à la Sonnelle. Mais je vous fais fi de ce comportement. Et donc, je le connaissais, puisque je faisais partie du dispositif clandestin. Et il est à l'origine, je dois vous dire aujourd'hui, de l'affectation disciplinaire de la plupart de nos camarades qui étaient à la Sonnelle. Est-ce qu'il était DRH? Est-ce qu'il était directeur des ressources humaines? Avait-il une responsabilité en capacité? Non, mais c'est lui qui a fait en sorte qu'on découvre l'identité politique de ses camarades. Je vous le dis, vous pourrez le vérifier auprès de Guéga. Et vous avez des accointances à la Sonnelle? Mon ancien compagne, il travaillait. Donc. Et plus grave, pendant que je faisais une campagne contre la Sonnelle, et lorsqu'on lance sa campagne, vous savez le poste qu'on lui donne? D'un cynisme, sous-directrice chargée de l'image de marque de la Sonnelle, que son mari est en train de détruire. Mais justement, je veux dire que cette accointance peut également vous faire valoir l'appréciation que vous dites à l'égard. Alors qu'on la charge de l'image de marque de la Sonnelle, que son mari ou son compagnon est en train de détruire publiquement AS Go Home, etc. Et les mauvaises confidences disent que c'était également dans des... Je veux dire, ces campagnes étaient dans des... J'ai fait du compromission, je vous en fasse. Dès que je me sépare de cette dame, elle est nommée directrice. Elle est actuellement directrice régionale de NEO. Évidemment, on ne va pas citer ni le lieu, ni le nom, évidemment. Non. Mais quand on dit directrice régionale, tout le monde... Non, c'est bon, directrice générale, c'est bon, à la limite. C'est bon, c'est bon. On ne va pas plus loin. Alors... Non, c'est un très bon rapport. Hein, non, ce que je veux dire, on ne va pas révéler son identité non plus. Non. Voilà. Ce que je voulais dire autrement, c'est... Mais comment vous faites pour être en si grande confiance avec Yebga? Non, il n'y a pas de... Mais pourquoi, comment vous confiez la responsabilité de votre parti? Vous savez, on est le seul parti qui a déjà eu 4 présidents. Et Kane, Abanda, Manda, Yebga. Le seul parti. En moins de 30 ans. Alors, arrive un moment, le parti
m'avait reconfié la direction de l'organisation. Et je leur dis, cher ami, je n'en veux plus. Ça ne fait pas bien de traîner là. Il faut changer. Et c'est un autre élément dans notre affaire. C'est Kwebo Denis qui dit, bon, mettons quand même Yebga, on va l'encadrer. Parce que le camarade Kane ne veut plus être président. C'est Kwebo qui propose Yebga. Le camarade dit non, ben on est là, on est un intellectuel collectif, donc on va l'encadrer. Sauf que le monsieur arrive à la tête du Manidem et se prend pour être président d'un quelconque parti où le président décide de tout, nomme tout, exclut, etc. Anissé, Et comme en plus il était un bon boc, est-ce que c'est pas vicieux ce que vous faites? Vous connaissez l'actualité qui est autour de Denis, et de façon, j'ai failli dire maligne, vous l'associez assez rapidement à Yebga, et vous en dissociez. Je veux dire que... Non. Non. Je parle de choses factuelles. Denis Kwebo, c'est dans le net. Dis, putain, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu ça. Bah, je ne sais pas. Moi, je pose des questions. Oui, Denis Kwebo a appelé ma soeur Marianne qui est chargée des relations extérieures. Pour lui dire... Non, ce que je voulais dire... Non, une seconde, je ne vous coupe pas, je vous relance. Oui. Vous dites que c'est Denis Kwebo qui propose Dieudonné Yebga comme président du Manidem. Oui. À l'époque. Oui. Et il n'y a que lui, les autres réagissent comment? Non. D'accord. C'est lui qui le propose. Ok. Un comité restreint qu'il a créé. Bon, vous ne faisiez pas partie de ce comité? J'en faisais partie. Mais donc, ce n'est pas lui qui a créé? Non, c'est un comité virtuel. Il appelait ça par analogie le comité révolutionnaire. D'un point de vue, on s'est réunis, on a dit, bon, et quand il ne veut plus être président, on met qui? Lui, vous ne pouvez pas être président du syndicat. Vous voyez qu'on avait des camarades qui assumaient des fonctions, bon, qui ne pouvaient pas s'accommoder avec la direction d'un parti comme le nôtre, vous imaginez. On a donc, sous proposition de Kwebo, décidé de mettre Yebga pour l'encadrer. D'accord. Sauf que, ce qui explique quand je dis militant obscur, il s'est pris pour le nouveau messie du Manidem. Avant d'y arriver. Oui. Mais chaque fois que je vais... Non, on a le temps. J'ai un conducteur. Ah bon. on va y arriver. Rassurez-vous. On va parler de toute cette actualité. Alors, comment est-ce que, ou du moins, à quel moment précis, vous entrez en contact avec Maurice Kamto? Mais vous n'allez pas quand même me demander de dévoiler tous les secrets du Manidem. Pas du tout. Non, mais plusieurs mois. Mais vous m'avez promis que ce soir, on dira ce qui n'a pas encore été dit. Oui, plusieurs mois, 7 à 8 mois, 9 mois. D'accord. Et on s'est vu régulièrement. Une façon de vous dire que les services secrets camerounais, ils travaillent dans les ventes emportées. Mais en même temps... Parce que vraiment, pendant 8 mois, ne pas avoir vu que Kane fréquentait mais en même temps, il y a plus d'une dissonance sur cette actualité. Oui. Dans une communication, vous faites savoir que l'ancien président du MRC a démissionné de son parti le 25 juin. Oui. Il a adhéré au Manidem le 27 juin. En début du mois de juillet, chez nos confrères de Radio Balafon, vous faites savoir que vous ne savez pas à ce moment précis s'il a démissionné et que vous espérez qu'il le fera dans les prochains jours. Vous savez, les journalistes ont l'astuce de poser des questions un peu idiotes. Anissé. Non, Anissé. Quelques-uns, je ne sais pas du plus tard. Non, même les autres. Vous savez qu'en matière de journalisme, il n'y a pas de questions idiotes. Ce sont les réponses qui pourraient, je ne termine pas. Ouais, voilà. Bon. Non, un peu disons farfelu. Non, même ça, ne laissons pas passer. Bref, je vous laisse poursuivre, mais enlevant les épithètes. Bon, des questions... Des questions. Des questions. D'avocat du diable. Des questions. Là, vous Je vous laisse poursuivre. Bon. Il me demande, est-ce que vous êtes sûr que, quand tu auras démissionné du MRC, je leur dis... Une question d'une pertinence oui, je dis, mais... irremplaçable. Oui, je dis, mais si vous considérez que le professeur Kamto est intelligent, on ne devrait pas poser une question pareille. Je ne peux pas, je n'ai pas sa lettre de démission, puisque démission du MRC. Anissé. Attendez. D'accord.
il démissionne du MRC. Nous, c'est quand il démissionne, il ne peut pas être dans deux partis, qu'on lui donne la carte. Attendez. D'accord. Alors je dis, si vous estimez que pour ce comme tout, être un homme intelligent, ben, vous ne devez même pas me poser la question. Oui. Avant cet épisode, Oui. qui aurait pu penser que c'est sous le label du Manidem que le président Kamto irait déposer sa candidature sans qu'il n'y ait eu ce communiqué qui le confirme et qui le dit? Quel communiqué? Il y a une communication que vous avez faite après que le document a circulé sur les réseaux sociaux pour confirmer qu'effectivement... Oui, mais personne. Voilà. C'est ça qu'on appelle... Donc vous n'allez pas laisser croire donc que le journaliste serait... Non, c'est ça qu'on appelle, vous savez. Cette question m'a été posée lorsque, comme on dit, les affaires étaient déjà dehors. Oui. Et j'ai dit, bon, comme elles sont dehors, vous me demandez s'il a démissionné. Il y a un mois, en fait, c'est ça. Ben, vous imaginez quand même que si le procès, comme tu es intelligent, il ne peut pas adhérer au Manidem sans avoir, au préalable, démissionné. Est-ce que cette adhésion a respecté les codes, le règlement intérieur, les statuts de votre parti? C'est là aussi une question un peu bizarre, disons bizarre. Non, j'enlève les épithètes. Pourquoi? Ok. Quand vous partez d'une association, c'est vous qui vous occupez encore de ce qui se passe derrière. Non, pas ça, je dis chez vous. Oui. Chez nous, n'importe quel Camerounais arrive au siège du Manidem, il dit je veux adhérer. Et le président se lève, il décide, je... Non. Voilà. Non, on lui dit vous l'adhérez. Voilà une fiche d'adhésion qu'on signe avant la carte. D'accord. Où il est explicité à quoi vous vous engagez. Okay. J'aurais dû vous l'apporter. C'est le préalable à l'établissement de la carte. Donc forcément, quand tu as signé cette fiche d'adhésion, que nous conservons, puisque c'est elle qui matérialise son adhésion au parti. Ensuite, le président, il remplit une carte avec photo. Le président, si on met un cachet et on l'affecte à un comité de base, le comité de Mbala. Donc, c'est une... Dans votre mécanisme de fonctionnement interne, oui, c'est un pouvoir discrétionnaire du président. Non. Il n'y a que le président qui adore... Pas du tout. Les fiches d'adhésion sont disponibles dans tous les points focaux ou sections du Manidem. Y a-t-il un comité qui vérifie, qui interroge la moralité, Est-ce que c'est une décision collégiale que d'accepter l'adhésion d'un... Non, elle ne peut pas être collégiale. Okay. Nous sommes un parti décentralisé, démocratique. La plupart des chefs des sections ont l'autorité nécessaire, la formation nécessaire pour accepter en notre sein des gens adéquats. Pour justement éviter des dysfonctionnements, on signe une fiche d'adhésion. Et c'est la remontée des fiches d'adhésion qui permettent la descente des cartes signées au nom de ceux qui ont adhéré. C'est tout. Il n'y a pas un comité au niveau du directoire, de la direction, de comité national. D'accord. Vous savez, quelqu'un qui adhère à Kolofata. D'accord. Comment est-ce que M. Kane Anissé peut vérifier qui c'est? C'est le responsable là-bas. Alors, cette adhésion précède-t-elle son choix pour l'investiture ou c'est le choix de Maurice Kamto qui détermine... Non, c'est l'entente de collaboration et de cohabitation, de travail en commun qui précède l'adhésion. Vous imaginez quand même pas que, quand tu es venu un jour dire que j'adhère au Mali, non. Donc, il n'est pas venu sans intention de se voir porter candidat du Manidem. Il est venu simplement adhérer comme militant. Non. La négociation est politique. Elle a précédé donc son adhésion. Bien sûr, l'adhésion est formaliste. En réalité, il adhère parce qu'il veut être investi. Il adhère parce que la loi scélérate camerounaise oblige... Qu'il passe par un autre parti. Qu'il passe par un autre parti. Vous direz que c'est une adhésion intéressée? Je dirais que c'est une adhésion qui va dans le sens des intérêts de notre collaboration. C'est une adhésion. Mais on a accueilli Foundis fraîchement du RDPC pour le faire le champion de l'opposition. Ben, il n'est jamais parti du SIF. Hein. Même quand il était porté candidat à... Vous savez pourquoi? Dites non. Parce qu'il avait
son investiture dans son parti. Ok. Ce que n'était pas le cas pour Maurice Kamto, dont la candidature a été enterrée par le régime en place. Anissé Kane, Adonis Yamen, fais-nous voir cette photo, s'il te plaît. Adonis Yamen qui réalise l'émission. On va regarder l'écran. Hein. Vous allez vous tourner. Adonis, s'il te plaît, on va regarder si elle est prête. Alors, je veux dire que, en attendant, peut-être, voilà, vous allez regarder. En route pour ma tombe, où je voterai Kamto. Nous sommes en octobre 2018. Oui. Alors, c'est une position contraire que vous aviez en 2018. Laquelle? Pendant que Dieudonné Yebga lui disait qu'il va soutenir Maurice Kamto, vous l'étiez contre. Non. D'accord? Je vais vous dire. Dites-nous. En 2018, le Manidem a décidé de ne pas présenter de candidature. Ok. Nous avons écrit à tous les candidats, leur proposant ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la convergence des candidatures vers une candidature forte. On leur a proposé un programme commun de gouvernement. On a écrit à tous les candidats, y compris au NDPC. Le seul parti qui nous a répondu et qui est passé, les vidéos sont là, à la permanence du parti, pour discuter de cette proposition, c'était le professeur Kamto et le MRC. Le seul. On n'a pas pu s'entendre comme on s'est entendu cette fois-ci par rapport au programme, on avait des divergences qu'on n'a pas pu aplanier. Parce que la vie est faite d'obstacles. Attendez. D'accord. C'est ce qui a fait en sorte que ce que nous réalisons aujourd'hui, on n'a pas pu le réaliser en 2018. Je vous dis que les idées maturent. Alors, Et lui, Yebga, qu'est-ce qu'il fait? On est en pleine crise. Hein? Il a déjà été exclu. Mais il ne va pas soutenir Kamto. Il va chez Mouna, qui moyennant quelques subsides... Mouna même était un soutien. Alors, je veux dire, en 2018, Mouna même s'est rapproché de Maurice Kamto. Attendez, pour expliquer. Il va chez Mouna, moyennant quelques subsides, et Mouna colle l'étiquette du Mandem dans ses soutiens. Lorsque Mouna se désiste, il emporte tout son bétail électoral vers Kamto. C'est là où, justement, Yebga, qui est déjà exclu du parti. C'est ça qui est terrible. Alors, d'accord. Alors, en 2018, vous aviez des divergences qui font que vous ne pouvez pas engager le parti dans cette coalition, dans cette alliance. Non. Non. Divergence. Yebga n'est plus... Non, je dis vous, Anissé Kane. Oui. Vous dites qu'en 2018, oui, il y a des divergences qui font que vous ne pouvez pas faire alliance avec le MRC pour la présidentielle. Oui. Quelles sont les convergences que vous avez en 2025 qui confortent cette alliance? En d'autres termes, quels sont les contours de cette alliance? Bon, alors, là, c'est une bonne question. Ah, les autres ne sont pas moins bonnes. Non. Je vous charrie un peu aussi. Hein. On a commencé en disant qu'il y a la maturation dialectique des idées et des hommes. C'est-à-dire que une idée qui peut apparaître saugrenue aujourd'hui pour certains, les faits, la réalité, les changements stratégiques mondiaux amènent les gens à l'envisager, à la comprendre mieux que hier. La situation de notre pays, les échecs depuis 1992, avec des soi-disant coalitions qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain, ont fait en sorte que, je pense, la concordance dans le sens de l'union a progressé dans le camp du MRC. Mais comme c'était quelque chose d'inédit, d'inenvisageable par le pouvoir, puisqu'ils avaient déjà enterré, c'est l'élément essentiel de tout ça, enterrer la candidature de Kamto, on fait en sorte que ce qui n'a pas été possible en 2018 est possible 7 ans plus tard. D'autant plus que le sieur de Konglikok, Mbombok, avait déjà abandonné la politique. Il était dans une fantomatique association de consommateurs qui travaillent avec la direction. Dans les statuts du Manidem actuel, oui. Quel est le mécanisme qui permet au comité national, comité directeur, on en parle tout à l'heure, à l'organe dirigeant, d'investir le candidat du Manidem? Bon, il y a, vous savez,
Non, dites-moi. Le Manidem est créé comme un parti politique révolutionnaire. Il n'a pas été créé pour investir des candidats. Vous savez, il a été créé pour changer la situation au Cameroun. Première chose. Deuxième chose, les statuts d'un parti sont des moyens mis à la disposition pour que le parti fonctionne. Donc, ils sont à la merci de ce parti. Ils ne sont pas statiques. Ils peuvent être changés à tout moment par un congrès. Et notification faite au MINAT. Ah, tout le temps. C'était fait tout le temps. Okay. Troisième chose, entre deux congrès, c'est le bureau politique qui dirige le parti. Il y a l'essence suprême, c'est le congrès. Mais l'exécutif du congrès, c'est le bureau politique. Donc, entre les deux congrès, c'est le bureau politique qui dirige le parti. Et l'investiture est faite au nom du bureau politique, mais signée par le président, qui est en fait le président du bureau politique. On dit président du parti, mais en fait, chez nous, c'est le président du bureau politique. Pourquoi? Parce que dans notre congrès, on n'élit pas le président. On élit le comité directeur ou le comité national de direction qui élit le bureau politique, qui élit le président. Voyez? Donc, en réalité, la direction du parti, c'est le comité directeur, fondamental, mais entre les congrès, il est supplié par son exécutif, qui est le bureau politique, et par le responsable de cet exécutif, qui est le président. À quelle structure précise vous êtes-vous donc appuyé pour désigner votre candidat? Mais là, le bureau politique. Simplement. Bien sûr. Puisqu'il supplée au congrès pendant entre les deux congrès. Vous comprenez également ces voix qui disent, dans le creux de l'oreille, qu'il y a eu des accords non dits, des accords financiers, des accords non idéologiques, des stratégies... Nous, on ne vend pas les tapis. Vous vendez quoi? Le parti? Non. Vous vendez quoi? L'investiture? Non. Vous vendez quoi? On travaille pour le Cameroun. Ah. On ne vend pas les tapis. Il y a des vendeurs de tapis en politique, mais nous, on n'est pas des vendeurs de tapis. Mais Jean de Dieu Momo aussi travaille pour le Cameroun. Hein. Qui ça? Jean de Dieu Momo. Oui, vraiment, votre exemple, je laisse par toi. Vous savez, moi, je ne jure pas. Je fais confiance à l'histoire. Je vais vous faire c'est pas une confidence, mais je l'ai dit plusieurs fois. On n'a jamais discuté de finances entre Camto et le Manidem. J'ai dit, on n'en a même pas discuté. Vous avez discuté de quoi? De la stratégie à mettre en œuvre pour dérouter les services de ce pouvoir. Mon cher Maurice, tu as des difficultés à te présenter par le MRC. Non, je te donne une voix par le Manidem. Essayons de voir comment ça se fait, malgré les élus que tu as pu recruter. C'est pas une discussion entre Khan et Maurice Kamto, pas du tout. On avait une équipe qui disait avec Maurice Kamto. Ben, maintenant que tout est dehors, il y avait au moins un comité restreint qui savait chaque fois que la délégation... Donc si je comprends bien, oui. Pendant que vous discutez avec le professeur... Chaque fois que je vais finir, vous avez la Non, c'est pas ça, c'est compris déjà. Ah bon, d'accord. Mais les auditeurs aussi? Et ils comprennent. Alors, pendant que vous discutez dans le secret avec Maurice Kamto, le professeur Abba Yono, je crois en juillet, se retrouve à Paris. Oui. Nouvel adhérent du groupe de Douala, auquel vous appartenez. Bien sûr. Et puis vous fâchez, vous dites attention, Abba Yono n'est plus avec nous. Vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Pour deux raisons. Okay. La règle dans le groupe de Douala, c'était que chacun peut avoir ses préférences, mais ne pas les afficher. Okay. Pour ne pas donner une impression d'impartialité, de partialité. Ben, vous imaginez que chacun d'entre nous avait une préférence. Vous ne pouvez pas vous engager à un truc comme ça sans avoir au moins une idée du candidat que vous rêvez qui doit diriger la grande famille de la candidature forte. Mais la règle, c'est de ne pas afficher ses préférences. La preuve, Sambake et moi, nous allions
à tous les congrès, on était invités, mais on parlait du groupe de Douala. Le groupe de Douala existe toujours. Oui. Il a adopté aussi la candidature du professeur Kamto. Non, mais c'est pas son rôle. Ok. C'est pas son rôle. Alors, le reproche qu'on faisait à Abba, ce n'est pas d'aller au meeting de Kamto. D'ailleurs, même les militants de Kamto n'ont pas compris. C'était d'y aller, sans nous avertir, et plus grave, d'aller afficher sa préférence au candidat. D'accord. Ce qui est contraire à l'esprit du groupe de Douala. Et c'est pour ça que pour ne pas faire deux poids deux mesures, on dit qu'il s'auto-excluait. Parce qu'Elie Milobé l'avait précédé. Lui, il allait même plus loin. Il a dit que tout le monde, sauf Kamto, il était dans l'enterrement avec le gouvernement de la candidature Kamto. Il disait tout le monde sauf Kamto. Plus grave. D'accord. Il parlait de Kamto non accessible à la fonction présidentielle parce qu'il est originaire de l'Ouest, disait Bamileke, et que les Bamileke sont... Non. Écoutez-moi. Sont liés à Ernest Wandje, un bandit qui a pollué les terres du Mongo. Du délire. Du délire. Parce que il faisait allusion à un gars Sawa du Mongo qui était assassiné pendant que le marquis était dans le Mongo. Sauf que il s'est trompé comme d'habitude dans son euphorie tribaliste. Wandje est rentré fin 61. Il s'est mis en activité en 62 par l'Assemblée sous marquis qui a créé le comité révolutionnaire. Et ce fameux Sawa avait déjà été assassiné. Mais dans le délire fantasmagorique, anti-Bamileke, kamtophobie, délire régionaliste, des pauvres Sawa perdus, sans aucune... Ne faites pas non plus la généralisation aussi. Ça peut être un individu qui est dans tout ce que vous décrivez. Des pauvres, pas de tous les Sawa, de pauvres. Non, c'est-à-dire une petite... Non. Mais il y a des groupes, là-dedans, qui m'ont déjà condamné à mort, en disant que je dois aller voir mes ancêtres, parce que je vais sur Ekoka. Mais vous savez que si vous reprochez à Elie Milobé la stigmatisation, ne faites pas la même chose, non? Moi, je ne stigmatise pas la communauté, je parle des individus. Ah, exact, c'est mieux comme ça. Ah oui, moi je... Non, si vous êtes sûr... Moi, je suis savoir comment... D'accord, sur les individus. Anissé Kane, l'article 89 du règlement intérieur du Manidem. Oui. Seul, je parle sous votre contrôle, sous votre entier contrôle. Vous me corrigez vraiment, voilà, si je me trompe. Seul le comité national de coordination est habilité à investir un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce juste? Ce règlement intérieur, il date de quand? Il y a une date. C'est que vous mettez, il date de quand? Non, je vous demande. Je vous renvoie la question. Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Parce que quand le sieur Yebra est rentré, puisque, bon, s'il veut se proclamer, il faut qu'il change les choses à sa convenance. Vous voyez, je vous ai bien dit au départ qu'il s'est trompé de parti. Il a pensé que le Mali est devenu sa propriété musico-administrative, comme il était un bon banque, etc. Et souvent, il menaçait avec son bâton. Je dis que les bons banques, je ne sais pas où je les mets. Votre exclusion de juillet 2017. Oui. Ouf, pardon. Vous avez été notifié par Russie. L'avez-vous contesté? Je ne sais même pas. Je ne me rappelle même pas. Pourquoi? Vous n'avez pas contesté cette exclusion, non? Mais on l'a contesté par le Congrès qui a exclu Yebga quelques mois plus tard, le 2 juin. Et lui, il a tenté de contester le Congrès. Il a été débouté par une ordonnance. Il nous a assigné un référé un par un. Et il a été débouté en nous disant que, mais, cher monsieur, l'administration camerounaise tutelle des partis politiques. Est-ce que la décision définitive a été... Ah oui, on a cette ordonnance. Mais nous, au-delà de l'ordonnance, il n'y a pas eu d'appel? Non, malheureusement. Yebra disparaît des radars après avoir été débouté pour le congrès du 2 juin 2018. Il disparaît des radars. Il va à Conglicoc, de temps en temps, il ne regarde pas à Douala pour faire marcher sa fantomatique association de consommateurs qui travaille avec la direction
de Eneo, le consommateur Eneo, association consommateur, qui soutient les positions de la direction d'Eneo, dont une, que le problème d'Eneo, c'est la fraude électrique. Est-ce que finalement, le Mandidem n'est pas, sans être péjoratif, oui, un panier à crabes dont les enfants se voient avaler les... Mais vous dites ça de l'UPC. Non, attendez. Vous dites ça de l'UPC. Aujourd'hui, Anissé Kane et Bandakani, Mandidem, c'est les antipodes. Non. Non. Dieudonné Yebga. Vous êtes proche de Bandakani, tout au moins sur le plan idéologique? Oui. D'accord. Et il vous le dit. Il a dit à l'antenne à plusieurs reprises, dans plusieurs émissions, qu'il a tout appris du Mandem. Oui, mais tout au Mandem. Ouais. Et qu'idéologiquement, il est proche du Mandem. Mais il y a une différence entre les positions idéologiques et les positions politiques. Les positions politiques, c'est un choix. C'est-à-dire, tu peux te dire, je suis marxiste, mais pour des raisons diverses, j'ai cette position politique conjoncturelle. Mais on est en accord idéologique. Mbanga est panafricaniste, nous le sommes. Il parle d'un panafricanisme révolutionnaire, anti-néocolonialiste, nous le sommes. Donc on n'est pas des adversaires politiques. Alors, aujourd'hui, quand vous faites une petite retro sur toute l'actualité qui se passe autour, en 2018, Dieudonné Yebga dit vous, à l'époque, vous avez été soutenu par une décision de l'administration, le MINAT. Non. Aujourd'hui, vous vous dites... Non. Aujourd'hui, vous vous dites... Dieudonné Yebga est soutenu par une décision de l'administration, le MINAT. Non. Est-ce que le Mandidem... C'est l'amalgame, ça. Ok. Je vais vous donner l'historique. On exclut à Yebga le 2 juin. D'accord. Congrès contesté par Yebga, mais débouté par la justice. Donc c'est une décision de justice qui déboute Yebga et nous donne la légitimité de diriger le Mandidem. On écrit le 6 juin à Tangandji en lui disant nous vous envoyons les modifications de notre direction et des statuts issus du congrès du 2 juin. D'accord. À Tangandji nous écrit, moi, vous voulez pas que je l'appelle le Moulinex? C'est son nom, le ministre Tangandji Paul. Oui, mais c'est lui-même qui se dit qu'il est Moulinex. Oui, mais il n'y a pas de problème à cela. Hein. Ah bon? Puisqu'il se reconnaît comme étant le Moulinex. Moulinex nous écrit en disant je prends acte des modifications du parti Mandidem issues du Congrès. Ça veut dire, voilà, et ça c'est la démarche officielle. D'accord. Mais attends, oui, je vous laisse poursuivre. Plus grave, il continue. Pour qu'il n'y ait pas de désordre, il écrit au gouverneur que voilà, pour ce qui concerne ces trois partis, les dirigeants reconnus par l'administration, du fait d'un congrès adoubé par une décision de justice. Donc il ne reprend que les conclusions d'une décision de justice. Le problème qui fait confusion, c'est que, par coïncidence, il y a deux autres partis qui ont des problèmes de direction. Le CPP et l'UPC. Voilà. Le CPP et l'UPC. Eux, ils ne sont pas dans le cadre de gens qu'on exclut, qui ne sont plus dans le parti pour une justice. Ils sont dans un débat administratif arbitré par l'AT. Nous, l'AT n'habite rien. Ils constatent des décisions de justice qui nous donnent une légitimité. Mais la confusion vient du fait que la lettre qu'il avait au gouverneur, il y a aussi le problème du Mandidem. Mais Anissé, Dieudonné Yebga est porté à la tête du parti par le Comité national de coordination. Oui. C'est bien cela. Une histoire fantomatique. Mais c'est vous qui étiez à l'époque, non? Attendez. D'accord, expliquez-nous. Yebga joue avec le rôle qu'on lui a donné. C'est-à-dire que il convoque... Vous êtes de bien, je vais dire quoi? Il joue, c'est-à-dire qu'il manipule. Il fait un congrès à Bancomo, où ceux qui l'excluent ne sont pas présents. Même j'étais exclu aussi. Vous étiez exclu? Attendez. Où ceux qui sont exclus ne sont pas convoqués au congrès. Enfin, ils sont exclus. Non, que le fameux congrès exclut après.
Ça, ils ne sont pas convoqués au congrès, exclus. C'est le fameux congrès où ils ne sont pas convoqués qu'on les exclut. Ouais, c'est un peu la manipulation. Le congrès que nous voulions organiser était complètement ouvert à tous les militants. Voilà, c'est la différence. Il a voulu le contester. Pourquoi? Parce qu'il savait que le sien n'avait aucune autorité, puisque depuis qu'il a fait le fameux congrès clandestin... Qu'est-ce qui lui a enlevé cette autorité entre-temps, entre le moment où vous lui reconnaissez à travers le comité national de coordination? On ne le reconnaît pas. C'est un congrès clandestin qu'il a fait avec... Non, je dis avant ce congrès-là. Oui. Mais vous l'avez bien mis à la tête du parti. Bien sûr. À travers le comité national de coordination. Oui, et il y a eu divergence dans la gestion du parti. Mais quelle est l'instance du parti qui constate cette divergence au point de le déloger de sa position de président? Voilà. C'est une bonne question, très bonne question. Lorsqu'il y a des problèmes de gestion du parti, nous créons un certain nombre de cadres, un comité pour redresser la situation. C'est statutaire. Vous savez, quand on est en crise, on cherche des moyens de sortir de la crise. Au point de ne pas respecter la loi que vous vous êtes donnée. Vous savez, si vous avez milité dans un parti, vous allez vous rendre compte qu'on ne regarde les statuts que quand il y a la crise. Ce n'est pas cette faiblesse-là qui vous rattrape aujourd'hui. Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que vous mettez les statuts entre parenthèses, vous dites on est en crise. Alors, comme on est en crise, on va déloger le président Yebga, puisque nous ne sommes pas d'accord avec lui, et puis on refait les statuts, alors que lui, il y a un organe prévu par les statuts qu'il a investi et qu'il n'a jamais délogé. À situation exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle. Mais pas illégale. Illégale, c'est la loi C'est la loi que vous êtes donnée, Anissé. Non, attendez. D'accord. Mesure exceptionnelle. Qui tiennent compte de la gravité de la situation et qui cherchent à résoudre les problèmes. On crée conjointement un comité de réconciliation. Attendez. D'accord. Et ce comité crée même une commission d'enquête présidée par Abanda qui cherche qu'on trouve une compromission. Monsieur Yebga, le président du mandat mystico-religieux, etc., refuse le compromis. Alors nous disons à ce moment-là, on engage une opération pour le mettre hors du parti qui n'a pas bien compris. Donc il n'a pas bien compris la vision politique. Permettez-moi de poser ma question. Dieudonné Yebga est investi par le comité national de coordination. Oui. Une instance légale que vous reconnaissez comme étant statutaire. C'est un congrès qui l'a fait. Ensemble. Comité national de coordination. Oui. Organe statutaire. Oui. La crise naît. Oui. Vous dites qu'il y a la crise. Il nous exclut. Non. Vous essayez de faire une tentative de réconciliation. Voilà. Ça ne marche pas. Oui. Vous créez en marge des statuts un comité de crise. Oui, pour redresser le parti. Et ça ne mord pas. Non, ça mord. OK. Ça mord pourquoi? Et Dieu le regarde je veux dire, forcément. Donc, laissez-moi poursuivre dans ma question. Donc, vous créez donc un comité non statutaire. Vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec Dieudonné Yebga. Et ce comité non statutaire conclut à son exclusion. Non. D'accord? Schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais comprendre. Lorsqu'il n'a pas eu la possibilité, à cause de Yebga, de recoller les morceaux, forcément, Yebga a sa solution extrême. Il dit, je convoque un congrès clandestin. Puisque c'est lui le président. Attendez. Et c'est le président qui convoque le congrès sous la direction du bureau politique. Légalement, dans le parti, qui a le pouvoir de le convoquer? C'est soit la direction du parti, dans le BP, soit 2/3 des membres du comité national de direction. La direction du parti, c'est tout le monde qui signe le document de convocation ou bien c'est un individu à la direction du parti? C'est le président qui signe. D'accord. Qui convoque en fait. OK. Bon. Donc en réalité... Attendez. OK. Donc, comme il n'a pas voulu la concession, parce qu'il avait des vues hégémoniques
non conforme. Donc, en réalité, qu'il consulte ou qu'il ne consulte pas, le fait de voir sa signature sur une convocation rend l'affaire conforme au statut. Non, vous êtes un adepte. Je veux comprendre, M. Kane. Alors, si vous voulez comprendre, essayez de m'écouter. Ah, quoi. Bon. J'essaie de le faire. Donc, vous savez, quand quelqu'un va voler, il n'a pas de part. Il ne peut pas haut-parler, dire j'ai envie de voler, non. D'accord. Mais si quelqu'un va prendre, pas voler, oui. Ça veut dire que la loi lui reconnaît le droit de prendre. Il va prendre. Non. Et il l'utilise parce que la loi le lui reconnaît. Sauf qu'à ce moment-là, la loi l'a débouté. Comment ça? Parce que lorsqu'il convoque son congrès clandestin. Jusqu'à présent, c'est vous qui dites les clandestins, mais je vous laisse poursuivre. Lorsqu'il le fait? Parce qu'il ne convoque pas au congrès. Lorsqu'il le fait? Lorsqu'il le fait, l'administration ne reconnaît pas ce congrès. D'accord. Parce que... À l'époque, votre ami. Mais Atangandji a toujours été mon ami. D'accord. Mbargambo a toujours été mon ami. D'accord. Grégoire Ona a toujours été mon ami. D'accord. Le ministre Moutazé, il était ici, on était des amis. D'accord. Ma femme travaillait dans la même boîte que... J'ai des amis. Ceux qui dirigent le pays, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ils ont eu des amis avant leur fonction. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Je vous laisse poursuivre. Ouais, alors, c'est pas Atangandji qui le met en difficulté. C'est le fait que, comme il a pris une position complètement illégale, il n'arrive plus à fonctionner. C'est-à-dire que le parti est tellement en lambeaux à cause de ses agissements qu'il ne fonctionne pas en réalité entre 2017 et 2018. Il ne fonctionne pas. D'accord. C'est les querelles, les trucs, il ne fonctionne pas. Pour que le parti refonctionne, nous créons donc un comité de redressement qui convoque un congrès ouvert à tous. C'est-à-dire, en fait, un congrès de réconciliation. C'est ce congrès de réconciliation que Yebga veut faire annuler par la justice. Et la justice le déboute en lui disant que non, vous n'avez pas droit, puisque depuis qu'il y a ce désordre, l'administration refuse toutes vos manifestations. Il a même changé de chaise. Il est allé fabriquer un autre siège à Bessengue. Qui n'a pas fait long feu. L'administration lui dit, cher monsieur, chaque fois que vous demandez une autorisation, on nous dit qu'on ne reconnaît pas votre association là. Mais le comité de redressement créé par le groupe de Canet, ces manifestations sont autorisées. Donc vous n'avez pas la capacité de contester ce que l'administration tutelle nous a donné comme élément. Donc il attaque la tenue du congrès, on le déboute, on lui dit non, excusez-nous, on n'a pas compétence pour juger si vous êtes présent ou pas présent. On s'en tient pour le moment à ce que officiellement les autorités considèrent comme celui qui dirige le parti. D'accord. Mais le congrès est ouvert. Il va même jusqu'à le cynisme de convoquer lui-même notre congrès au même endroit, à l'hôtel Somaté, au même endroit. Et va voir le dirigeant de l'hôtel en disant que il y a des gens qui ont pris une salle ici, le congrès sera interdit. Sauf que l'ordonnance sort, la décision sort vers 17h, 18h. On va à Somaté, on dit que mais votre congrès a été interdit. Je dis non, c'est un farfelu qui est venu en condition. Voilà le papier. Vous avez tellement d'épithètes. Hein? Je vous laisse poursuivre. Oui? Vous avez dit quoi? Non, je vous laisse poursuivre. Non, vous avez dit quelque chose. Je dis que vos épithètes vont tellement faciles. J'ai le... Vos épithètes. Vous avez dit farfelu. Mais Non. Bon. Mais c'est pire qu'on farfelu aujourd'hui, Yebga. Attendez, posez la question à la rue et demandez comment on qualifie de Yebga. Nous sommes dans un média à impact de masse. Laissez les gens de la rue. Bon, un monsieur bizarre, qui s'appelle Yebga, va manigancer avec la direction de l'hôtel que ne laissez pas... On est vendu sur le Congrès à Dieu samedi. Et l'hôtel, nous on vient, on montre à l'hôtel que ce que dit ce monsieur, c'est on tient donc un congrès qui exclut Yebga. On transmet la nouvelle direction et le nouveau statut à l'AT qui nous répond
je prends acte. C'est tout ce que là tu pouvais faire. Je prends acte. Et plus tard, il écrit aux autorités pour les fixer sur les légitimes détenteurs, ceux qui détiennent légitimement la direction du Mandem. C'est tout. Puis alors, le fantôme de Kenny Coq disparaît de la circulation. Il ne réapparaît que lorsqu'il va coller l'étiquette du Mandem à la candidature de Mouna en 2018. Moyennant quelques subsides, ça, il a avoué à tout le monde. Et à ce moment-là, Mouna, il en distribue. Voilà. Et depuis, lorsque ça n'a pas marché, il se replie comme Mouna l'a fait, honteusement, à soutenir Kamto. D'accord. Il disparaît de la circulation. Il rentre à Kenny-Coq. Je ne sais pas s'il se fait enterrer. Il ne réapparaît qu'avec l'opération de Kwebodeni, je le redis, qui va le faire exhumer par les autorités de la République, qui nuitamment lui donne les moyens à minuit. Alors, aujourd'hui... chaque fois que je parle de nuitamment, vous n'avez même pas les fantômes. On évolue. Techniquement, il reste 5 minutes, mais peut-être je vais demander à Denis si on peut avoir 5 minutes encore en plus. On peut. Il nous donne quoi, 10 minutes? D'accord. Alors, Anissé Kane, aujourd'hui, donc, vous vous fondez sur la décision de 2020 qui vous permet... On va passer l'émission à parler de justice. Non, parlons des affaires politiques. Oui, tout ça, c'est politique, non? Non, ça... C'est pour comprendre là où... Non, c'est des fantasmagories. En 2020, donc, vous investissez un candidat. Vous dites que vous êtes conforté dans 2025. 2020. 20, oui, municipal, oui. C'est fort de cette décision que vous remontez au créneau aujourd'hui? Non, pas du tout. D'accord. Vous savez, la décision qui sanctionne ou qui nous adoube de légitimité, c'est celle du Congrès du 2 juin 2018. OK. À partir de ce jour-là, il n'y a plus aucune contestation de la légitimité de la direction. Yebga n'a fait aucune opposition, sauf dans les radios qui étaient acquises à sa cause et qui racontaient toutes les inepties qu'ils ont pu raconter. Et surtout comme on n'était pas en conformité avec le point de vue du MRC, qui racontait toutes les bêtises du monde, y compris qu'en 90, mon arrestation est une fabrication du gouvernement. N'importe quoi. Bon. Donc, le 2 juin, le Congrès, là, règle le problème de légitimité au niveau de la direction du parti. Et Yebga disparaît. Il apparaît le 21 juillet, ou disons le 22, le 21 juillet, oui, à quelques heures de minuit, pour aller déposer son... Vous aimez la nuit, hein? Mais c'est pas moi qui aime la nuit. Nous, on a déposé, notre candidat a déposé vers 14h, 15h. L'autre soi-disant candidat, à minuit moins. Et, plus grave, à minuit, le site du MINAT, désigné comme président du Manidem, Anissé Kane. À minuit 5, il disparaît de la circulation, le site du MINAT. Là, vous savez que le MINAT s'est dédouané, non? Il a parlé de fraude. Attendez, minuit 20, le site réapparaît avec le nom de Yebga, qui affirme dans une vidéo que c'est lui qui a tout changé. Il a même enlevé le nom. Il affirme dans une vidéo. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'envoyer après. Que c'est lui qui a changé les données, qui a piraté le site. Et qui. C'est grave ça. Il affirme. Et il dit même que. Donc j'ai laissé mes voix. Il parlait à mes voix. Que donc je t'ai laissé. Ah, la fameuse conversation. Oui, je t'ai laissé, toi, mes voix, secrétaire général. J'ai enlevé la trésorerie Tito, qui ne pensait pas comme moi. Il affirme, Yebga. C'est lorsque Moulinex sent que ça sent le roussi, qu'il sort son communiqué que mon sigle a été piraté. Le sigle dont le serveur est à l'intérieur du ministère. Yebga continue dans la vidéo en disant que il avait accès au MINAT, aux photocopies des lettres qu'on envoyait. Il affirme. Donc vous voyez bien que c'est une personne d'exhumation des corps, de dépôt à minuit. D'accord. Quand minuit approche des dossiers. Alors, scénario.
Oui. Le Conseil constitutionnel siège lundi, le 4 août. C'est confirmé, c'est officiel. En fait, je dis que c'est l'information qui est... Elle n'est pas officielle déjà. Dans tous les cas, il siège le 4 août. Oui. Le Conseil valide la candidature de Maurice Kamto. Oui. L'élection se déroule le 12 octobre. Oui. Maurice Kamto remporte les élections. Oui. Ouah! Oui. Que devient Anissé Kané? Ben, j'en sais rien. Vous n'en avez pas Vraiment, discuté. j'en Vous n'en sais avez rien. pas discuté. Non. Même pas un petit poste ministron. Oh, j'ai été au centre, le mandat était au centre de cette constitution. Donc on ne parlait pas de ministre. Vous êtes aussi charitable, c'est la Ce philanthropie. n'est pas ça. Bien dit qu'ils peuvent aller se reposer, mais moi aussi. Je ne vais pas me reposer au village. Mais le président j'ai surtout dit qu'il a encore, 74 ans. le 31 décembre dernier, Oui. il a dit qu'il peut encore donner, qu'il a encore de la vision pour la jeunesse, et qu'il est encore prêt à Oui, repartir. mais il y a des Et sa moments. candidature... Il doit y avoir des moments où, bon, ça ne va plus. Hein. Vous vous imaginez en 93 ans. Moi, j'ai maman qui est morte à 92 ans. Et on me voyait le matin. Et 2 ans après, je disais à ma soeur que ça fait un mois que je n'ai pas vu c'est votre Anissé. maman, c'est pas le président. Ah bon, oui, d'accord, ok. Non, on n'a pas discuté. Je dis qu'après 70 ans ou 71 ans aussi, Oui. les réflexes ne sont pas comme 60 ans. Mais c'est pour ça que je ne vais pas... Ou les 38 ans de Eyodi. C'est pour ça que j'hésite à me lancer dans l'aventure de Paul Biya. Vous savez, autant on n'a pas discuté des aspects financiers, les autres aspects qui ressemblent en fait à des subsides, on n'en a pas discuté, je vous assure. C'est d'autant plus sûr que on a joué la sérénité et la clandestinité avec une partie de la direction du parti, parce qu'on savait que cette stratégie, ce coup de force de pertinence et de stratégie, on devait le protéger. Donc c'est une poignée de camarades et une autre poignée de la direction du MRC que assurait Ansouma Kamto, qui ont discuté des éléments de cet accord. Et on n'a ni abordé le problème des postes, ni celui des problèmes financiers. La première chose qu'on a dit et je rends hommage à Nietzsche, qui était un intermédiaire, la première chose qu'on lui a dit, c'est qu'on ne vend pas, Mandem ne vend pas son investiture. Donc, Kamto sera le candidat du Manidem. C'est ça qui est... C'est-à-dire que, donc vous comprenez l'adhésion, etc. Au-delà des lois, on lui a dit, on ne vend pas d'investiture. Kamto sera le candidat du Manidem. Plus tard, celle d'une coalition plus grande, l'Union pour le changement 2025. Tout ça dès les premières négociations. Il faut peut-être dire que cette occasion de l'élection de 2025 a également été une belle opportunité de réconciliation. On sait quand même qu'entre-temps, je veux dire bien avant que ce soit Nietzsche sous le SIF, mais après le SIF, et vous, le rapprochement n'était pas aussi idéal qu'aujourd'hui. Ne me forcez pas à dire des choses désagréables sur le SIF. Je ne voudrais pas. Non, c'est pas l'intérêt. Oui, donc... Mais il y était. Oui, mais Il y était, et vous n'étiez pas très amis à cette époque. Ben, on n'est pas très amis non plus, hein, le SIF et nous. Non, je dis Jean-Michel Nietzsche. Il était au SIF à l'époque et Oui. vous n'étiez pas très amis. Oui. Aujourd'hui, vous êtes redevenus vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Les choses Opportunisme matures. aidant. Non, les choses maturent. Le contexte, les événements, la situation du pays mature et amène des choses impossibles il y a 10 ans ou quelques années auparavant à être possibles aujourd'hui. Suivant cette logique, les choses matures amèneront une coalition, une alliance avec Bello Bramaïgari, vous y suis bien renseigné. Ah ouais, parce que... C'est en chemin. Avec Issa Chirouma Barkari, une alliance avec les autres, quoi. Je veux dire... Le candidat du Manidem et le Manidem sont toujours dans le sillage d'une candidature forte de l'opposition. D'accord. Où adhéreraient les principaux candidats de l'opposition pour éviter les débâcles depuis 1992. Donc, quelle que soit la décision du Conseil, Conseil constitutionnel, constitutionnel, cette démarche-là est toujours valable.
Et le candidat du Mandem l'affirme. Donc vous pourrez faire une alliance avec Cabral Libye, c'est possible? Mais ce n'est pas un problème Et Joshua aussi? C'est pas un problème de C'est un problème de... C'est un problème d'orientation de la vision et la vision politique qu'on veut pour ce pays. Qui doit vous faire... savez, il y a des gens qui vont à l'élection présidentielle. Et ça se comprend. Pour se faire voir, pour être plus visible, pour, je vais dire, conclure après des accords qui n'ont rien à faire. Qui doit faire avec les intérêts fondamentaux du pays. Qui doit faire le recadrage pour que le rapprochement soit possible? C'est le candidat qui s'allie à vous ou c'est vous qui essayez de recadrer par rapport à un candidat? C'est un travail collectif. D'accord. Je vous ai dit qu'on a rencontré Bello. Non. On a rencontré Issa. On a causé avec aussi, qui lui, se met pratiquement... Il est dans le fédéralisme, hein? Il se met pratiquement hors de cette dynamique. On a rencontré, on a causé avec Cabral Libye, etc. Tout dépendra, j'ai entendu ça en parler aujourd'hui, du programme commun du gouvernement. Il s'en parlé aujourd'hui de refondation et de transition. Je suis bien surpris, c'est la première fois qu'il le disait de façon ouverte. On a rencontré plusieurs fois Bello, on lui a posé la question d'une alliance candidature forte. Transition, refondation. Notre candidat, lui, ça lui pose pas problème, puisque dès le début, avant qu'il soit investi, c'est le seul qui nous a dit de façon claire qu'il adhère à la démarche du groupe de Douala, y compris si il est choisi d'être investi par un autre parti que le sien. On a les conversations, on a publié la première déclaration du groupe de Douala, c'est clair. Donc, c'est cette négociation pour les intérêts supérieurs du Cameroun, pour en finir avec, je vais prononcer mon cœur. Non, ne le faites pas si vous savez que c'est un mot qui va heurter les sensibilités. Pour moi, il est très gentil. Si ça va heurter les sensibilités, autant ne pas le faire. Des criminels encore. Non, Anissé. Mais c'est bien qui le dit. Non. Allez, ok, vous dites criminel en col blanc. Ne désignez personne, c'est ce que je dis. Ne citez personne. Je dis, pour en finir avec ce régime de criminels en col blanc. Je copie les termes du président Paul Biya. L'ancien ministre Issa Chiroma voulait quitter le Cameroun aujourd'hui pour se rendre au Sénégal. Oui, pour aller. Il en a été empêché. Il disait qu'il allait En fait, il a fait une communication officielle. Hein. On l'a d'ailleurs diffusée au cours de notre journal. Oui. Et il voulait aller se recueillir sur la tombe de l'ancien président Amadou Ahidjo. Aminatou Ahidjo. Et Germaine Ahidjo. Aminatou, la fille. Oui. À la suite, a également réagi pour dire stop. Rester loin des questions politiciennes. Et derrière Jean-Michel Nithieu, évidemment, est venu également dans un communiqué pour condamner cette attitude des pouvoirs publics. Oui. Aminatou dit qu'il s'agit davantage d'une procédure normale, conforme aux ministres en fonction et aux récents, elle a dit aux nouveaux anciens ministres. Comment réagirez-vous? Comment réagissez-vous Nous sommes pour la liberté d'expression et de circulation des citoyens camerounais. D'accord. Issa Chiroma, qui est un aïdioïste, il s'en cache pas, va se recueillir sur la tombe d'Aïdjo. Il faut le laisser aller. La dynamique qu'on engrange pour l'Union pour le changement 2025 est une dynamique de réconciliation du Cameroun avec son passé, avec son histoire, de rassemblement des Camerounais, de concorde, de vivre ensemble, fini les récriminations régionalistes, les élucubrations d'un certain EL, moi je ne sais même pas, etc. Alors, donc, nous condamnons cette attitude idiote. Pour finir. D'ailleurs, même s'il n'a pas été là-bas, le fait qu'il dise y aller là-bas pour ça, le problème est d'une manière réglée. Pour finir. Vous savez, quand on a peur, on arrive à avoir peur de son ombre. Hein.
Pour finir. Quand les jeunes garçons, pour les effrayer souvent, on leur dit que l'ombre vous suit. Et se mettent à paniquer. C'est le cas du gouvernement actuellement. Pour finir. Oui. Lundi, le Conseil constitutionnel vous donnera-t-il raison en validant votre candidature? Bon, on s'en doute pas beaucoup. Moi, je pense que, Clément Tangana ne va pas faire comme Dipanda Mouele, qui a dit la loi. Non, la loi qui a fait d'énormes réserves sur ce qui s'est passé à elle. Et puis finalement, bien qu'elle est élue. J'espère que En un mot. vous savez à quoi se résume notre histoire là, avec Elikam. Non. À de la fraude. C'est-à-dire à du banditisme. C'est-à-dire que on organise une candidature par des fraudes. On pirate le ministre, c'est le site, on pirate. Bon, qu'est-ce qui a ouvert la porte? Je ne sais pas si c'est le gardien ou c'est Mounès lui-même. Par la criminaux, le criminaux de cybernétique. Deux, on fabrique un président fantomatique en dehors de toutes les décisions judiciaires qui ne l'autorisent pas à prétendre à ce titre. En dehors de tous les comportements de la jurisprudence de l'ECAM qui, en 2020, a su que l'investiture du Malidem est du ressort du président Ekané, qui nous a ramené l'élu qui nous permet d'adouber, d'investir Camto. Donc en fait, c'est soit une fraude, soit une erreur d'appréciation. Donc je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel... S'il y avait une image, on va essayer de remonter un peu le temps des élections au Cameroun. Oui. S'il y avait une image qui vous aura marqué, commençons par 92. Pour l'élection présidentielle de 92, ce serait laquelle? C'est celle où quand on a fait le dernier meeting à Yaoundé, avec de l'élection, où j'ai vu une foule en liesse, des gendarmes en liesse, des policiers en liesse, qui nous disaient, alors que leur collègue nous avait arrêtés en Bancomo, ils nous disaient, mais vous étiez où? Le meeting a commencé, où sont les tracts? Ça m'a marqué. 97. Rien du tout. Vous étiez du boycott? On n'était pas du boycott, on était dans la déception et le désespoir que rien de sérieux ne peut être acquis avec des gens qui n'aiment pas ce pays. 2004. J'étais candidat. Une bonne campagne pour faire valoir les idées de l'intérêt du pays, de patriotes, de démocratie. 2011. Pareil, j'étais candidat. 2018. L'embrouillamini total. C'est-à-dire que, qui continue en 2025, je vous préviens déjà. On va arracher la dernière étape. C'est n'importe quoi. Vous savez la différence entre notre constitution d'une candidature forte avec toutes les coalitions qui ont eu lieu après 92. En 92, on a conçu une coalition autour du grand parti, de la grande personnalité qui était fondée. On a tenu compte du rapport de force réel sur la... On est des matérialistes dialectiques. Vous ne construisez pas une coalition en rêvant la nuit que on va faire une coalition, voilà celui qui... Vous la construisez pas dans les faits, dans la réalité, dans le contexte. Et le contexte, c'était que ça devait être fourni en 92. D'accord. Depuis 92, toutes les tentatives qui n'ont pas tenu compte de ce rapport de force sur le terrain. Vous voyez que malgré la divergence avec le SDF, je dis la vérité, c'est-à-dire autour du parti dominant qui était le SDF de 92 à 2018, où le SDF
n'était plus le grand parti qu'il a été, on n'a pas tenu compte, malgré tout, du rapport de force sur le terrain, en prétendant que Maurice Kamto n'était pas le candidat autour duquel se faisait une coalition. C'est vrai que le MS a pu donner des bâtons pour se faire battre, flagellé par le reste. Mais quand l'intérêt du pays est en jeu, on doit oublier tout ça et travailler dans les faits, dans le réel, dans le concret, pas dans les fantasmes de la nuit ou des rêves inavoués. D'accord. Et aujourd'hui, nous espérons que nous allons revenir à la démarche de 92 qui prend compte de la réalité du terrain. La réalité du terrain nous montre qu'il y a des candidats importants, d'autres moins importants. Alors, vous ne pouvez pas construire une coalition à la tête de laquelle se retrouveraient des candidats moins importants. je vous laisserai dire un mot en regardant la caméra chacun des 13 candidats. Un appel peut-être. Vous me cherchez des ennuis là. Non du tout. Vous vouliez pas que je cite des noms, mais là vous voulez que j'apprécie. Non, vous n'appréciez pas, vous dites un mot. Mais c'est l'appréciation. Je ne vais pas dire qu'il a des jolies chaussures. C'est à Castonaté qui du parle, vous le direz. Regardez la Inconnu caméra. au bataillon. Vous dites Inconnu au bataillon. Belobouba Maïgari, UNDP. La tête d'un grand parti, mais il doit encore maturer l'idée de la coalition forte pour sauver ce pays. Paul Biya, du RDPC. Je dirais comme Essouma. D'un niveau complet. Je donnais son bas. Ok. Il avait dit, il n'existe plus. On l'a repris. Il a dit, bon, ok, puis je ne voulais pas qu'on parle des faits, il n'existe presque plus. Jacques Bouga Arbe, du MCNC. Inconnu dans le monde. Non, comment? Vous demandez la prochaine. Bon, ok, je vous laisse. Hilaire Zipan, du MP. Bon, oui. le conseil va statuer, mais disons, allons-y. J'ai parlé des 13, du conseil électoral. C'est amusant. Issa Chiruma Bakari, du FSNC. Il devrait penser beaucoup plus à ses militants qu'à sa promotion personnelle. Hiram Samuel Iyodi, du FDC. Un gentil garçon, mais qui va aller très vite. Trop vite. Pierre Kwemo, de l'UMS. Quelqu'un qui se construit méthodiquement. Cabral Libi, du PCRN. Rien n'essaie de courir, il faut partir à point. Serge Espoir Matomba, du PURS. Tous les rêves sont permis. Akere Mouna, de Univers. Dans les nuages. Joshua aussi, du SDF. Il faut savoir apprécier ses forces et ses faiblesses. Hermine Patricia Tomayenou Ndamjoya, de l'UDC. On peut rêver. Maurice Kamto, du Manidem. On peut faire de belles choses avec lui. Merci Anissé Kane. Moi, je vous remercie également. Bonne soirée à vous, à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec. C'est un plaisir. Bonsoir.